Bon, aujourd'hui, donc, ça sera réservé à Apache Kafka. Donc, c'est un framework distribué pour le traitement des flux et des messages en temps réel. Vous pouvez voir ici que vous avez Apache Kafka en mode craft. D'accord? Ça, c'est le titre que j'ai gardé dans toutes les diapositives pour vous dire que il est possible de travailler Apache Kafka avec ce qu'on appelle Zookeeper. Donc, si vous cherchez sur Internet, vous allez voir que il y a Apache Kafka en mode craft et en mode Zookeeper. Mais la plupart des cours, vous allez voir, ils sont orientés vers Zookeeper. C'est quoi Zookeeper? C'est quoi Kafka? Tout ça, on va le découvrir parce que les versions récentes d'Apache Kafka travaillent avec le mode craft. Et la dernière version qui est sortie le 18 mars 2025, cette année, c'est une version encore bêta, c'est une version bêta. Il ne supporte pas Zookeeper, donc il travaille avec le mode craft. Alors, nous allons voir c'est quoi la différence entre les deux, mais sachez qu'on va travailler avec ce mode-là, parce qu'à partir de la version 4, il n'y aura pas de place à Zookeeper, qui est un utilitaire de gestion des métadonnées. Bon, ça c'est le plan qu'on va développer ensemble. Une partie du plan, le reste vous allez le suivre sur la chaîne. Bon, sachez que pourquoi on a besoin de Apache Kafka, vous savez très bien maintenant que les sociétés sont de plus en plus orientées vers les applications distribuées et qui gèrent et manipulent des flux de données avec une quantité très importante provenant de sources hétérogènes, comme par exemple les logs, comme les capteurs, comme les transactions, comme par exemple les sites web et ainsi de suite. Et le traitement de ces flux de données en temps réel est devenu important et crucial pour les entreprises. C'est pour cette raison qu'il est indispensable de s'appuyer sur les systèmes de messagerie qui doivent être robustes et évolutifs pour gérer ces flux de données. C'est dans ce contexte-là des systèmes de messagerie que nous allons voir le cours d'Apache Kafka qui, comme je viens de le dire, c'est un framework distribué qui gère les flux en temps réel, mais qui se base sur les systèmes de messagerie. D'accord? Donc, nous allons voir tout d'abord un petit résumé sur tout d'abord les systèmes de messagerie avant d'attaquer Apache Kafka. Bon, je disais que les systèmes de messagerie, ce sont des applications, des logiciels intermédiaires entre les applications distribuées. C'est pour échanger des messages entre les applications distribuées. Nous allons voir un petit résumé sur les systèmes de messagerie. Donc, les systèmes de messagerie sont très utilisés dans les architectures distribuées. Si vous vous rappelez, dans le cycle de vie de Big Data, on a parlé d'une étape qui est la diffusion des données. Dans cette étape-là, nous avons parlé rapidement des middleware qui permettent de communiquer qui est utilisé pour la communication entre les applications distribuées. On les appelle les systèmes de messagerie. Un système de messagerie, c'est un cas d'utilisation des middleware. Bon, comme je viens de le dire, donc, ce sont des applications intermédiaires entre les applications. Et généralement, vous pouvez avoir des systèmes de messagerie qui peuvent travailler d'une façon synchrone ou bien asynchrone. Nous allons voir, nous, le cas de asynchrone. D'accord? Et parmi ces systèmes de messagerie, il y en a plusieurs d'ailleurs. Vous avez RabbitMQ, vous avez Apache Kafka, ActiveMQ. Et donc, chacun propose ce système de messagerie. Notez qu'il y a deux modèles. Il y a deux modèles du système de messagerie. Vous avez le modèle point-to-point et publish and subscribe. C'est quoi maintenant? Point-to-point. Un système de messagerie basé sur point-to-point. Ça arrive comme ça. Donc, c'est un système composé d'un ensemble de producteurs de messages, producteurs, et des consommateurs de messages,
consumer avec une file d'attente. Vous avez ici, les messages sont envoyés à une file d'attente. Ils seront consommés par un seul consommateur, mais une fois le message est consommé, il sera supprimé. Bon, les caractéristiques, ce sont les producteurs et les consommateurs et la file d'attente. Bon, quelques cas d'utilisation, quelques exemples. Les tâches en arrière-plan, une tâche qui va être faite, vous pouvez envisager n'importe quelle tâche en arrière-plan que vous pouvez effectuer au sein d'une entreprise, mais qui doit être exécutée une seule fois et consommée par un seul consommateur. Mais c'est quoi consommateur et c'est quoi producteur? Ce sont des applications tout simplement. Ce sont des applications. Le système de paiement, par exemple, d'accord? Bon, si nous prenons un système de paiement, parce qu'on peut, à partir d'un producteur qui va lancer une commande, le paiement d'une commande, donc ça c'est notre quoi? C'est notre message, c'est notre flux, qui sera capté par quoi? Par un consommateur, par une autre application qui va traiter le paiement. Bon, il peut faire plusieurs tâches dans le paiement, mais ça sera toujours un seul consommateur. Voilà un exemple. Imaginez, vous avez maintenant un producteur qui publie des commandes. Par exemple, ici, vous avez les commandes. Et ces commandes-là sont réparties sur plusieurs partitions. C'est la même commande. Pourquoi? Parce qu'on est dans Big Data et on est dans les sauvegardes distribuées, le traitement parallèle. D'accord? Donc, c'est la même commande qui sera traitée par plusieurs consommateurs. Donc, plusieurs consommateurs ici, on aura le consommateur 1 va consommer la partie A et B, D va consommer la partie C, D, et pardon, le consommateur 1 va consommer A et B, la partition contenant A et B, le consommateur 2 va consommer l'autre partie, ainsi de suite. Mais tout ça, il s'agit de quoi? D'un seul message traité par un seul consommateur. On appelle ça point to point. Le deuxième modèle, ça s'appelle Publish and Subscribe. Donc, vous allez voir presque la même chose, sauf que là, vous avez des messages qui sont envoyés, ce n'est pas à une file d'attente, on peut dire ça un topic. On va parler de topic dorénavant, vous allez voir. Et les messages sont stockés temporairement dans ce topic pour qu'ils soient consommés par plusieurs consommateurs. Par contre, ici, le message ne sera pas supprimé. Il sera supprimé après un temps de rétention. Mais il sera toujours dans le topic, mais peut être consommé par plusieurs consommateurs. Loin un peu de Apache Kafka, si nous prenons par exemple une chaîne de télévision qui émet par exemple les matchs de foot, les films, les musiques, et il doit avoir des abonnés, et plusieurs abonnés peuvent consommer le même message. Plusieurs abonnés peuvent suivre le même match, et peuvent suivre le même film. C'est ça le public and subscribe. C'est-à-dire vous avez un topic de sujet, et pour avoir ces sujets ou bien ces messages, vous devez s'inscrire tout d'abord. Donc il faut s'abonner. Donc tous les abonnés à un topic reçoivent une copie de messages. Les caractéristiques, on va les voir dans le cadre d'Apache Kafka, mais on a besoin des producteurs, des consommateurs et d'un topic. Les cas d'usage sont très très nombreux, bien évidemment, comme pour l'autre cas. Vous avez la notification. Parfois, vous voulez notifier vos clients. Donc là, c'est un message qui va être envoyé à partir d'un service et vous allez prendre ce message pour l'envoyer à plusieurs personnes. Voilà un exemple. Vous avez un producteur qui envoie des messages au topic log server, par exemple. Ça, c'est notre topic. Et cette même information sera utilisée par un groupe de consommateurs A pour afficher en temps réel un tableau de bord. Même information sera consommée par un autre groupe de consommateurs B pour stocker les logs dans un data lake. Data lake, c'est une base de données qui stocke les données brutes. Ça entre dans les catégories des data warehouse. Ça marche? Voilà un autre exemple. D'accord? Donc, vous avez ici un client qui a passé une commande dans le topic commande.
Et regardez, c'est la même information qui sera consommée par 4 services, à condition que ces services-là soient abonnés au topic comment. Donc, une fois ils sont abonnés, ils peuvent consommer ce message. Le premier service, c'est pour stocker et réserver les produits. Et derrière ça, il va mettre à jour le stock, etc., etc. Le deuxième service, c'est pour préparer la transaction bancaire, c'est le service paiement. Le troisième service, c'est le service livraison qui va organiser le transport et préparer la livraison. Et puis le service notification qui va envoyer une notification de confirmation au client. D'accord? Là, on parle maintenant d'un système de messagerie public and subscribe. Bon, maintenant, si on fait une comparaison entre les deux, ça va vous situer un peu. Donc, point-to-point, le destinataire, c'est un seul. Là, vous avez plusieurs. On parle d'emplacement de stockage temporaire. Là, on parle de, pour point-to-point, on parle de queue. Là, on parle de topic. Suppression du message, oui, pour le point-to-point, non, pour le public and subscribe. L'usage principal, il y en a plusieurs, fil de job pour point-to-point, diffusion d'événements, etc. Mais regardez ici les exemples de brokers. Quand on parle de RabbitMQ et ActiveMQ, ils ne sont utilisés que pour les point-to-point. Mais si vous voulez utiliser public and subscribe, vous avez Apache Kafka et vous avez MQTT et vous avez Redis, c'est une base de données non SQL, mais que propose le service de public and subscribe, etc., etc. Ça marche? Bon, ce petit résumé, c'est pour vous montrer que rapidement comment ça fonctionne les systèmes de messagerie, parce que c'est la base d'Apache Kafka. Bon, maintenant, quelle est la place d'Apache Kafka dans un écosystème Big Data? Nous avons la dernière fois parlé des données Big Data qui sont abondantes, avec un volume très important. Et nous avons dit qu'il y a plusieurs solutions de gestion et de stockage de ce type de données. Et on a parlé un peu de Hadoop, qui permet le stockage distribué et le traitement parallèle. Mais sachez qu'il y a plusieurs frameworks dans l'écosystème Big Data, y compris bien évidemment Apache Kafka, qui peut jouer plusieurs rôles, mais il est destiné surtout pour le streaming, pour le traitement en temps réel. Donc, vous pouvez utiliser par exemple Apache Kafka pour le traitement en temps réel et Hadoop pour le stockage distribué et pour un stockage permanent, soit dans Hadoop, soit dans Hive, comme entrepôt de données. Et puis vous avez pas mal d'autres frameworks qui composent l'écosystème Big Data. Maintenant, si on peut faire une petite comparaison, j'ai pensé à faire une comparaison entre Hadoop et Kafka, une petite comparaison avant de commencer le détail d'Apache Kafka. Donc Hadoop, comme on l'a déjà vu, donc, il stocke les données d'une façon distribuée dans un système HDFS et il est généralement utilisé pour le traitement batch. Ça faisait quoi le traitement batch? C'est quoi le traitement batch? Le traitement batch, c'est le traitement par lot. Ça veut dire que les données doivent être stockées d'une façon permanente et vous avez des données qui sont historisées. D'accord? Comme dans Hive ou bien comme dans les systèmes et distribués comme HDFS. C'est ça batch. Les données seront stockées et après seront traitées. Par contre, maintenant, on va voir que Hadoop, il permet de faire quoi le traitement? En temps réel. Ça veut dire l'information est stockée juste temporairement, mais il doit être traité en temps réel, ce qu'on appelle le streaming. Kafka peut collecter les flux de données en temps réel. Donc voilà, il peut les collecter, les traiter, les transformer, et après il peut les stocker, soit dans Hive, soit dans un système HDFS, soit dans un système base de données non SQL comme MongoDB ou bien un Neo4j ou bien autre.
Donc nous, on va être orienté Apache Kafka dans nos cours, dans le streaming, dans le traitement en temps réel. Voilà un cas d'utilisation. On peut par exemple créer un système Big Data basé sur Apache Kafka, donc qui va traiter les données en temps réel et en même temps, il va les stocker dans le système HDFS et dans un entrepôt de données Hive. D'accord? Et dans ce cas-là, on dit que Kafka, il va jouer le rôle de quoi? D'un pipeline de données. C'est quoi un pipeline? On va le considérer comme quoi? Comme un tuyau. C'est comme un canal exactement, hein, qui stocke une succession des étapes pour le traitement des données. Donc ça veut dire que les données, avant qu'elles soient stockées, elles vont passer par quoi? Par notre application Apache Kafka pour des transformations, hein, et pour le traitement en temps réel. La comparaison entre les deux, le streaming en temps réel, oui pour Kafka, non pour Hadoop. Traitement batch possible avec Kafka, c'est possible de faire le traitement en batch, mais c'est indirectement parce que le stockage est temporaire dans le topic. Oui, c'est pour Hadoop. Stockage longue durée, c'est limité dans Kafka. Donc ça veut dire que les données seront stockées dans le topic juste à un certain moment, le temps qu'elles soient consommées, hein, avec les consommateurs. Oui, dans le système HDFS, ou utilisation typique pipeline en temps réel et analyse des faits. Ça, c'est un cas d'utilisation d'Apache Kafka. Maintenant, c'est quoi Apache Kafka? Donc, je viens de le dire, c'est une plateforme distribuée, destinée pour le traitement des flux de données en temps réel. Ça, vous pouvez le faire soit en temps réel, soit différé. Donc, hors ligne ou bien en ligne, c'est possible. Mais généralement, Kafka écrit et décrit comme un journal de validation distribué. Ça, c'est la première définition. Mais maintenant, on parle de quoi? On parle d'une plateforme de diffusion en streaming, en temps réel. Il se base sur quoi? Les systèmes de messagerie. Et on sait maintenant que le système de messagerie, il contient quoi? Des producteurs, des consommateurs et un topic ou bien une file d'attente. Bon, Apache Kafka peut être utilisé pour collecter les logs. Il peut être aussi, comme je viens de le dire, un pipeline de données avec ETL. C'est quoi ETL? C'est extraire, transform et load. Vous aurez ça l'année prochaine dans le cadre du cours les systèmes décisionnels. Donc, je vais en parler cette année, donc, dans ce cours. Mais sachez que Apache Kafka peut jouer le rôle d'un ETL dans le cadre de données Big Data. Ça veut dire qu'elle va extraire les données à partir des sources, faire les transformations nécessaires et charger les données vers une destination. Par exemple, de stockage comme Hadoop, comme HDFS ou bien comme Hive. Il peut encore jouer le rôle d'un streaming en temps réel, communication entre les microservices, l'utilisation d'analyse de données aussi, ou bien du machine learning. Donc vous voyez maintenant que c'est un framework très utilisé, que vous pouvez utiliser dans plusieurs cas d'utilisation. Bon, pour cela, il propose 3 fonctionnalités. Vous avez Kafka client, vous avez Kafka stream, et vous avez Kafka connect. Ce sont 3 fonctionnalités. La première fonctionnalité Kafka client, il représente deux composantes importantes. Le consommateur et le producteur. Donc, quand on dit un client Kafka, c'est quoi? Un client Kafka, ça peut être soit un producteur ou bien un consommateur ou bien un producteur. Ce sont des applications, tout simplement, ou bien ce sont des capteurs, etc. Donc, un capteur qui envoie des messages, on peut dire que c'est un client qui produit quoi? Des messages. Donc, pour utiliser maintenant les producteurs et les consommateurs, vous devez bien évidemment faire appel à la fonctionnalité
Kafka client. Vous avez Kafka Stream. Comme son nom l'indique, c'est quoi? C'est une composante qui vous permet de traiter les données en temps réel. Et vous avez Kafka Connect qui vous permet donc de se connecter à différentes sources de données, vers Hive, vers HDFS, vers par exemple MongoDB, ou bien vers Neo4j, ou bien vers les autres systèmes Big Data de stockage. Donc, si on fait le tour de ces trois fonctionnalités, là on va faire le tour de quoi? d'Apache Kafka. Bon, pour maintenant utiliser ces trois fonctionnalités, on a besoin des API. Donc, on a besoin des API. Donc, l'API, par exemple, regardez ici, vous avez Kafka Client. C'est une API qui va charger les deux composantes, producer et consumer. Donc, il va charger pour nous l'API producer et l'API consumer. Ça veut dire que quand vous allez passer à une application, vous devez tout d'abord charger ces API pour les utiliser, pour avoir la possibilité d'utiliser les clients, soit en tant que producteur, soit en tant que fournisseur. On aura l'occasion de voir comment configurer ça. Donc, j'ai dit pour utiliser maintenant ces trois fonctionnalités, il vous faut 4 API. Donc, une API producteur et une API donc consumer, représentée par Kafka Client, et les autres, Streams et Connect. Bon, maintenant, l'architecture d'Apache Kafka. Au début de cette présentation, j'ai dit que nous allons voir Apache Kafka en mode quoi? En mode craft. Et là, vous remarquez que la première architecture, elle est basée sur quoi? Zookeeper. Donc, c'est quoi Zookeeper? C'est un logiciel, une framework externe qui n'est pas interne à Apache Kafka et qui gère les métadonnées du cluster Kafka. Maintenant, comme on va le détailler après, ils ont proposé une solution interne d'Apache Kafka. Ils ne vont pas demander de l'aide à une application externe à Apache Kafka. C'est pour cela donc, je ne vais pas parler de Zookeeper, même si vous allez trouver sur Internet la plupart des vidéos sur Zookeeper, mais maintenant je dirais qu'il est dépassé. Bon, à la place de Zookeeper, on va utiliser Craft Controller. C'est quoi? Donc, le mot Craft, il vient du Kafka Raft métadonnées mode. K, c'est pour dire Kafka. Raft, c'est un algorithme de consensus distribué. C'est un algorithme utilisé par Apache Kafka pour élire ce qu'on appelle le leader. Il va se baser sur la majorité. Chaque tâche va être effectuée dans Apache Kafka. On doit voter. Ils doivent voter et d'après la majorité, ils vont exécuter la tâche. Bon, il va gérer bien évidemment les métadonnées. Et le métadonnées mode, donc c'est l'ensemble, comme vous allez voir, des ordinateurs qui vont constituer les blocs qui vont voter. Bon, ça sera bien. Ce que nous allons voir maintenant, c'est le détail de cette solution. Donc là, la transition vers Kafka sans Zookeeper et vers Karaft. Donc c'est important de savoir quand est-ce qu'on a commencé avec Karaft. C'est à partir de la version 2.8, notez qu'on est maintenant à la version 4, la version bêta. Bon, d'une manière, ils ont commencé à tester Karaft à partir de la version 2.8, mais il est devenu officiel à partir de 3. Jusqu'à 3.9 qu'on va utiliser ensemble. Donc de 3.3 jusqu'à 3.9, ça c'est très récent. D'accord? 3.9 c'est 2024. Vous avez le choix de configurer Apache Kafka soit avec Zookeeper, soit avec Craft. D'accord? Mais à partir de 4, la version 4, vous ne pouvez pas utiliser Zookeeper. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait de travailler avec le mode Craft. Donc, le mode Craft, il gère d'une façon intégrée les métadonnées d'un cluster. On a déjà défini c'est quoi un cluster. Un cluster, c'est un ensemble d'ordinateurs, de serveurs. Donc, les métadonnées d'un cluster Kafka sont les brokers, les topics, les partitions qu'on va détailler parce que le cours il est basé sur Apache Kafka. Ils seront stockés dans un journal interne appelé métadonnées log.
Donc, au lieu maintenant que Apache Kafka stocke les métadonnées à l'extérieur de ces fichiers, en faisant appel à Zookeeper, on va configurer maintenant Craft pour que Apache Kafka gère le tout dans son environnement. Et pour cela, il va utiliser ce qu'on appelle les controllers, un groupe d'ordinateurs, ce qu'on appelle les brokers pour la gestion du cluster. Bon, l'architecture en mode craft. Cette architecture, elle est basée sur les métadonnées quorum. Hein, c'est quoi un quorum tout d'abord? C'est le minimum des ordinateurs qui doivent être d'accord sur une tâche pour qu'elle soit exécutée, pour qu'elle soit validée. Ça, c'est la définition en général d'un quorum. Mais quand on parle d'un metadata quorum, c'est l'ensemble des ordinateurs dans Apache Kafka qui vont constituer les PC qui vont voter, les brokers qui vont voter. Et le vote se fait souvent avec quoi? 1 sur 2 plus 1. Si nous avons par exemple 10 ordinateurs, pour qu'une tâche soit exécutée, combien de personnes doivent voter? Vous avez combien d'ordinateurs? Vous avez 10 ordinateurs. C'est quoi la majorité? C'est dépasser la moitié plus 1. C'est 1 sur 2 plus 1. Et un broker maintenant, et le broker c'est le serveur. Il peut jouer le rôle d'un broker, il stocke et traite les messages. Il peut jouer ici le rôle d'un contrôleur. Donc, le mot contrôleur et broker, ça c'est important dans le mode craft. Parce qu'avant, quand on dit broker, c'est juste pour la gestion des messages, le traitement des messages. Maintenant, un broker, il peut jouer le rôle d'un serveur pour traiter les messages et pour traiter aussi les métadonnées quand on travaille en mode craft. Donc, dans le metadata quorum, on a un seul broker qui va jouer le rôle de ladder. C'est le broker qui va s'occuper d'écrire les informations des métadonnées, mais on aura avec ce ladder d'autres contrôleurs qui vont jouer le rôle de suiveurs, ce qu'on appelle les followers. Donc cette diapositive, donc c'est pour vous dire juste c'est quoi tout d'abord un quorum qui est très utilisé pour les systèmes distribués comme Kafka. Et ça c'est la définition générale. Un quorum, c'est pas quorum, c'est un quorum, pardon. Il désigne quoi? Le nombre minimal de membres d'un groupe qui doivent être d'accord avec une décision avant qu'elle soit valide. Je disais que un quorum, c'est le nombre minimal de membres d'un groupe qui doivent être d'accord pour valider une décision. Il se base sur le principe de la majorité. Tout ça, il se fait en arrière-plan, mais vous devez quand même le comprendre. Voilà un exemple. Imaginons un groupe de 3 serveurs qui doivent prendre une décision. Donc, le quorum serait quoi? 2 sur 3. Donc, si 2 serveurs sur 3 sont d'accord, la décision, elle est acceptée. Donc, cela permet quoi? Ça, c'est très important. Dans Apache Kafka, de continuer à fonctionner même si un serveur est en panne. Comment vous allez comprendre ça? Nous voulons écrire, par exemple, une information dans un cluster. Et vous avez la réplication égale à 3. Est-ce que c'est clair? La réplication égale à 3. Ça veut dire que l'information doit être écrite combien de fois? 3 fois. Donc, s'il n'est pas écrit 3 fois, ça veut dire qu'il n'y aura pas un accord sur cette information. Il ne sera pas validé. Est-ce que c'est clair? Ça s'appelle le quorum. Parce que vous avez le metadata quorum, ça c'est le nombre de nœuds qui doivent voter, et vous avez le quorum de réplication. Ça doit respecter le nombre de réplications. S'il n'est pas respecté, ça veut dire que la donnée ne sera pas validée. Bon, avec maintenant Craft, le quorum est utilisé pour plusieurs raisons. À la place de Zookeeper, sans Zookeeper. Donc, le quorum, il va jouer le rôle de l'élection du contrôleur.
Nous avons dit qu'on a besoin d'un ensemble de contrôleurs, et parmi ces contrôleurs, on a besoin de qui? Leader. Donc, ce leader qui va voter, c'est le chorion. C'est le metadata chorion. C'est le nombre d'ordinateurs. C'est la réplication synchronisée. C'est ce que je viens de vous dire maintenant. La réplication synchronisée, c'est soit la réplication va être faite sur tous les nœuds, selon le facteur de la réplication, soit non. Et tout ça est contrôlé par quoi? Par le chorion, par les contrôleurs. Concentrés sur les métadonnées. Voilà un exemple. Toutes les modifications apportées sur les métadonnées sont stockées dans un journal et tout changement doit être accepté par le chorion avant d'être appliqué. S'il n'y a pas un accord, ça veut dire que si l'information n'a pas été écrite correctement, après l'accord des quorums, elle sera annulée. Là, j'ai un exemple donc d'un fichier que nous allons configurer, mais j'aimerais bien revenir à ça pendant la configuration. Donc, on peut revenir à cette diapositive donc, prochainement, mais on va revenir à ça pendant la configuration. Comment on va configurer notre chorion? Une petite comparaison entre Zookeeper et Craft. Donc, vous allez voir que les fonctions, les deux, bien sûr, c'est la coordination du cluster, mais là, nous avons une application externe à Apache Kafka, et là, vous avez des brokers, des serveurs appartenant au cluster Kafka via Craft. L'élection du contrôleur se fait ici par Zookeeper, là, il se fait par Craft. Le stockage des métadonnées, c'est un stockage interne pour Apache Kafka, externe avec Zookeeper. Détection des brokers se fait avec Craft Controller, mais pas avec les pulsations gérées par Zookeeper. Et le déploiement, vous allez voir que là, vous n'avez pas besoin de Zookeeper, c'est Kafka seulement, mais par contre, c'est avec Zookeeper, vous aurez Zookeeper qui est séparé. Ça marche? Donc, pourquoi tout ça? C'est pour vous dire que voilà, on a migré maintenant vers la solution Apache Kafka en mode Craft. Donc, même si vous trouvez sur Internet comment faire la configuration d'Apache Kafka avec Zookeeper, pas la peine de le faire parce que les nouvelles versions ne vont pas supporter Zookeeper. Maintenant, c'est quoi un cluster Kafka et c'est quoi un metadata chorion? Pour mieux comprendre maintenant ce que je viens de vous dire. Regardez cet exemple. Vous avez un cluster Kafka en mode Craft. Et là, nous avons combien de brokers? De brokers, nous avons 5. Un broker, c'est un serveur. Un broker, c'est un serveur. Nous avons maintenant le broker numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Et qu'est-ce que vous remarquez ici? Que le broker numéro 1, il va jouer le rôle de quoi? De contrôleur et de... Ça veut dire qu'il va jouer le rôle d'un broker qui va participer à la prise de décision, à la gestion des métadonnées, mais aussi il va stocker les messages. Il va aussi stocker les messages et les données. Bon, on va dire que le metadata chorion, ils ont fait une élection, puis ils ont choisi quoi? Le broker K comme étant un leader. Les deux autres, maintenant, ce sont deux followers. Bon, dans tout le cluster, j'ai combien? J'ai 5 brokers, mais 3 qui vont jouer le rôle de quoi? Du contrôleur. D'accord? Donc, minimum, ça sera toujours 3, par exemple, on va dire 3, 4, 5, mais 3, 5, 7, c'est préférable que ce soit un pair. Donc, les métadonnées chorion, c'est pour la prise de décision, les décisions d'administration. Elle sera faite par 1, 2 et 3. Par contre, les messages seront distribués, seront stockés dans les 5. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut configurer dans Apache Kafka pour passer en mode Craft? Vous avez un ensemble de propriétés. La première propriété, c'est Process Rules. Il définit les rôles des brokers.
est-ce que vous voulez que ce nœud ou bien ce broker joue le rôle d'un broker ou bien d'un contrôleur ou bien des deux? Quand il s'agit bien évidemment d'un broker, donc il va jouer le rôle d'un serveur qui va traiter les flux. Et quand il s'agit d'un contrôleur, donc il va jouer le rôle de quoi? D'un contrôleur craft pour gérer les clusters et les métadonnées des clusters. Sinon, là, il peut jouer les deux rôles. Donc, le paramètre nous qu'on va configurer, c'est process roles. Bon, généralement, oui, agent. Ça marche? Juste pour vous dire que nous, on va travailler avec une seule machine. On n'a pas un cluster, n'est-ce pas? Normalement, on doit travailler sur un cluster, dans un cluster. Mais puisqu'on va travailler avec une seule machine, donc on va définir cette machine comme étant un broker et un contrôleur. D'autres propriétés à configurer, Node ID. Node ID, donc c'est une propriété qui définit l'identifiant unique d'un broker. Donc au sein d'un cluster, chaque broker sera identifié par une seule valeur unique définie par ce paramètre. Et puis vous avez aussi la propriété, regardez, contrôleur Corian Votas. Ça veut dire quoi? Ça c'est quoi? C'est le méga. C'est quoi? Metadata Corian. C'est metadata, c'est la liste des quoi? Des contrôleurs votant dans le Corian. C'est là que vous avez spécifié broker 1, broker 2, broker 3, etc. Comment? Vous avez ce format. L'identifiant, arrobas, le host, le port, séparé par virgule. Si par exemple, on a écrit contrôleur Corian Votas égale à 1, arrobas, localhost, le port 90-93, on a combien de brokers qui va voter? On n'a qu'un seul. Si vous voulez ajouter d'autres, c'est virgule. Donc là, qu'est-ce que vous spécifiez? C'est la liste des brokers qui vont voter. Là, vous avez une autre propriété importante qui spécifie les listeners. C'est quoi un listener? Les listeners, je vais l'expliquer ici avant de revenir, ce sont des interfaces qui sont à l'écoute des demandes des clients. Donc, si vous voulez faire une communication maintenant entre les clients et les brokers, il faut définir dans ce fichier quels sont les contrôleurs et quels sont les brokers qui vont traiter les données. Et là, vous allez spécifier dans cette propriété le nom du contrôleur. Normalement, je dois commencer par cette propriété-là. C'est dans cette propriété que vous allez définir les listeners. Pour moi, j'ai combien de listeners? J'ai deux. J'ai quoi? Plain text qui représente un broker et contrôleur qui représente un contrôleur. Ce terme-là, contrôleur, je vais le mettre ici, dans cette propriété, pour dire que voilà le listener qui représente le contrôleur. Et dans cette propriété, inter broker listener name, je vais spécifier quoi? Plain text pour dire voilà le listener qui va être à l'écoute des brokers. Autrement dit, pour communiquer maintenant les brokers, pour qu'ils communiquent ensemble, ils vont utiliser quel listener? Ils vont utiliser ce listener qui fait référence à quel ordinateur? À cet ordinateur. Ici, par exemple, pour la gestion interne du contrôleur, vous voulez que les contrôleurs communiquent entre eux, ils vont passer par quoi? Ils vont passer par le listener qui est le TPC là, qui est le 90-93. Tout ça, vous devez le configurer, bien évidemment. Et là, vous devez spécifier le serveur contenant le contrôleur, c'est local 90-93. Donc, vous avez les listeners, une liste des listeners, et vous allez spécifier à partir de cette liste-là qui est le listener des brokers et qui est le listener des contrôleurs. Je crois. Voilà, j'ai répété cette propriété. D'accord? Là, voilà, c'est la même, n'est-ce pas? Je l'ai répété, mais c'est le même rôle. Ça marche? D'autres propriétés importantes. Puisque nous avons dit que Apache Kafka en mode craft, il va gérer
les messages et les métadonnées. Donc, on doit spécifier deux emplacements pour ça. Donc, un emplacement défini par la propriété log directory, c'est l'emplacement dans lequel Kafka stocke quoi? Les messages. Par exemple, Kafka logs, craft logs. Et une autre propriété, c'est pour stocker quoi? Les métadonnées. Donc, nous allons voir comment configurer ces propriétés pour configurer et installer Apache Kafka en mode craft. Maintenant, l'architecture d'un cluster Apache Kafka en mode craft. Donc, quand on dit l'architecture, ça veut dire les éléments qu'on va manipuler, les composants qu'on va manipuler ensemble. Bon, on va commencer maintenant à partir du cluster. Un cluster Apache Kafka en mode craft est composé d'un ensemble de brokers. D'accord? Des serveurs. Comme je viens de le dire, c'est juste une répétition. Et parmi ces brokers, il y a un groupe d'ordinateurs qui vont jouer le rôle des votants. Ils doivent appartenir au metadata Corium. Et parmi ces brokers, on doit avoir un qui est leader et les autres qui sont des followers, juste des suivants. Autre chose aussi importante, c'est les producteurs et les consommateurs dans l'architecture. Donc, nous allons voir comment configurer notre cluster et nous allons détailler les autres éléments. Donc, les producteurs, ce sont des applications clientes et les consommateurs, ce sont aussi des applications clientes. Donc, les produits, ça, c'est pour émettre les messages. Les consommateurs, c'est pour consommer les messages. Vous avez le mot message. C'est aussi un élément important dans l'architecture. C'est quoi un message? C'est une information, ça peut être un événement, d'accord? Et qui représente l'information que nous voulons gérer. Elle est représentée par les clés et valeurs, sous forme de clés et valeurs. Vous allez voir que Kafka a converti ces messages-là en un tableau d'octet pour qu'il puisse transmettre ces données dans un réseau. Ça marche? Allez, je continue. Maintenant, tous ce terme-là, on va les définir. Vous avez le topic. C'est quoi le topic? C'est l'emplacement dans lequel on stocke temporairement les messages. Donc, n'oubliez pas qu'Apache Kafka est basé sur les systèmes de messagerie. Donc, les messages dans Kafka sont classés par topic. Déjà parce qu'on peut avoir plusieurs topics, on peut avoir plusieurs sujets. Et chaque sujet va recevoir ses propres données. Et voilà. Donc, les topics dans Kafka sont toujours multi-producteurs et multi-consommateurs. Vous avez les partitions. Donc, l'architecture aussi d'Apache Kafka propose le mot partition. C'est quoi une partition? C'est un fichier, un seul fichier. Regardez, une partition représente quoi? Un seul journal c'est un petit fichier. Pourquoi on a besoin de ça? Pour qu'on puisse diviser un seul topic en plusieurs partitions. Ça va nous permettre à faire quoi? Le traitement en parallèle. Parce que quand on divise un topic en plusieurs partitions, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs instances des consommateurs qui peuvent consommer ce message, ou bien ce topic en parallèle, pardon. Comme dans cet exemple, vous avez un topic composé de combien de partitions? Vous avez 4 partitions et les messages sont écrits uniquement par ajout. Donc ça veut dire que là, vous avez le premier message, deuxième message, jusqu'à 13e message. Et bien sûr, la consommation des messages va commencer à partir du premier, donc à partir du début jusqu'à la fin. Donc l'écriture se fait dans ce sens-là. Par contre, la lecture se fait à partir de ce point. Donc quand on parle du mot partition, parce que c'est très important, ce concept-là, dans l'architecture Apache Kafka, c'est quoi? Ce sont des fichiers qui représentent un topic. Vous allez voir que l'écriture dans les partitions,
suit une stratégie qu'on va découvrir par la suite. Vous avez la notion de la réplication. Et là, on va faire appel à notre leader et follower. Donc, la répartition peut être affectée à plusieurs brokers, ce qui entraînera la réplication de la partition. Imaginez là, vous avez le broker numéro 0, 1 et 2, et nous avons un topic de 3 partitions. Donc, un topic est divisé en 3 partitions. C'est comme, si on peut dire, dans Apache Hadoop, quoi? Un fichier est divisé en blocs. Vous vous rappelez? Et le bloc, il est répété dans plusieurs nœuds. Donc là, c'est presque la même chose. Donc, un topic de 3 partitions. Et vous avez 3 brokers et vous avez 3 partitions. Mais leur application va être égale. Ça veut dire quoi 2? Ça veut dire que cette partition doit être répétée 2 fois. Qui va faire cette opération? C'est le lead. Donc, il va répliquer le P0, partition 0, la partition 1 et la partition 2. Ce principe de leader et follower, je vais l'expliquer par cet exemple. Regardez, Kafka utilise un modèle leader-follower pour chaque partition d'un topic afin de permettre la réplication des données et la continuité du service même si un nœud tombe en panne. Donc, quel est le rôle du leader? Tout d'abord, c'est la réplique principale d'une partition. Tous les écritures et les lectures passent par le leader. Chaque partition a exactement un seul leader, etc., etc. Par contre, le follower, c'est juste une réplique. Voilà. Prenons cet exemple. Supposons qu'on a un topic commande avec une seule partition. Et répliqué combien? Sur 3 brokers. Et vous avez le broker 1, c'est le leader. Par contre, 2 et 3, ce sont les followers. Maintenant, que se passe-t-il si le leader tombe en panne? À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Comment? Le broker 2 va devenir leader. Comment il va devenir leader? Voilà, c'est très bien. Il y aura un vote, ça c'est très bien. Donc en tout cas, il y a automatiquement un nouveau leader parmi les followers. Donc il y aura bien sûr un vote pour élire parmi les autres brokers qui va jouer le rôle du leader et les autres clients, producteurs et consommateurs, vont se rediriger directement vers le nouveau leader. Comme ça, donc, on assure quoi? La continuité du service. Un autre concept aussi important, ce sont les offsets. Donc, tous ces termes-là, on va les faire par la suite. C'est quoi offset? C'est une valeur séquentielle que Kafka ajoute à chaque message pour garder une trace sur l'emplacement du dernier message. Imaginons, vous avez ce client. Il est en train de lire quoi? Ce topic. Et topic est divisé en 4 partitions. Donc, il pointe vers quoi? Vers le premier message 0. Il pointe pour la partition 3. Il pointe vers le message 1 de la partition 1. Le message numéro 3 de la partition numéro 2. Et le message numéro 4 de la partition numéro 0. Maintenant, si ce consommateur arrête de consommer, quand il va reprendre la lecture, est-ce qu'elle va commencer à partir de 0? Bien sûr que non. Elle va commencer à partir de quoi? Des derniers offsets, l'offset qui est courant. Est-ce que c'est clair? C'est le rôle de l'offset. Bon, ça c'est la même chose pour un autre consommateur. C'est bon pour l'offset? Ce sont des pointeurs qui gardent. Vous êtes une application, vous êtes en train de traiter, par exemple, un message. D'accord? Et un message est divisé en plusieurs partitions. Là, c'est juste un exemple. Comment il fait, on ne sait pas, mais ce qui est important, vous êtes en train de consommer des messages, vous voulez savoir dans quel emplacement vous êtes arrivé, vous êtes arrêté. Cet emplacement sera repéré par les offsets. Et puis, il y a encore un autre
concept, ou bien notre composant de l'architecture Apache Kafka, c'est les groupes de consommateurs. Vous allez voir que les partitions, bien les topics sont consommés toujours par un groupe de consommateurs. Si nous prenons par exemple ces 4 partitions, nous avons ce groupe de consommateurs qui est composé de combien de consommateurs? 2, 3. Quand il s'agit d'un groupe de consommateurs, on est dans le principe du parallélisme. Ça veut dire que les 4 partitions seront réparties sur les 3 consommateurs. Par exemple, le consommateur numéro 0 va consommer juste la partition numéro 0. Consommateur numéro 1, il va consommer la partition numéro 1 et la partition numéro 2. Et le consommateur numéro 2, il va consommer maintenant quoi? La partition numéro 3. Et si vous avez dans un seul groupe un seul consommateur, il va consommer le tout. D'accord? Mais vous ne pouvez pas